Bonsoir à tous et toutes. Bienvenue à ce webinaire consacré au sujet l'intelligence artificielle au service de la guerre, le Sahel et le Mali, le Sahel et l'Afrique, je dirais. Donc, nous sommes ravis de vous voir participer à cet atelier, donc qui nous permettra d'avoir une réflexion commune par rapport aux enjeux de l'intelligence artificielle dans la région du Sahel et l'Afrique. Donc, l'enregistrement se fera en français et ça sera enregistré pour que ceux qui n'ont pas pu participer puissent plus tard regarder la vidéo. Donc, je vais présenter brièvement du chapitre malien. C'est, c'est une association euh, qui existe depuis 2024. Donc, l'objectif, c'est de promouvoir la paix, l'éducation à la paix et l'engagement des jeunes dans ce domaine-là. Donc, de sa création, on a pu mener quelques activités en faveur de la paix, notamment Move for Peace, une activité sportive qui a réuni une dizaine d'activistes pour les sensibiliser sur les défis sécuritaires qui existent au Mali. Donc, nous avons deux points à l'ordre du jour. Euh, voilà. Le premier point, euh, le premier point, c'est le système, les systèmes d'armes autonomes et l'enjeu de l'interdiction pour le Sahel. Et le deuxième point, c'est l'état des lieux de la campagne contre les robots tueurs et quelques exemples d'activités. Donc, je vais parler brièvement du défi sécuritaire au Sahel, euh, qui nous permettra d'avoir un aperçu général sur ce qui se passe actuellement. Pour comprendre la crise actuelle, il faut remonter à la rébellion des Touaregs au Mali, une communauté des Touaregs, donc qui remonte dans les années 1960, après l'indépendance du pays. Donc après, il y a une série de rébellions jusqu'en 2000, plusieurs séries, je dirais, jusqu'en 2012, qui constituent la crise la plus complexe, avec l'implication des groupes extrémistes dans le jeu. Donc, c'est ce conflit qui a conduit à l'intervention militaire, notamment avec l'intervention de l'opération Serval et plus tard qui s'est transformée en Barkhane, qui avec déploiement des milliers d'hommes militaires sur, dans la région du Sahel, notamment le Mali. Après, il y a eu une initiative de la force conjointe G5 Sahel, une initiative pilotée par l'Union européenne, dont l'objectif aussi, c'était de mener une lutte antiterroriste. Après ça, il y a eu aussi des initiatives politiques, comme par exemple la signature de l'accord d'Alger, un accord de paix signé entre l'État malien et les groupes rebelles du Nord. Donc, cet accord avait contribué à un apaisement temporaire des conflits qui existaient entre les rebelles et le gouvernement malien. Mais cet accord n'avait pas pris en compte les dynamiques du centre, où il y avait l'émergence des groupes extrémistes comme la Katiba Masina, en même temps la prise en compte des groupes extrémistes qui existaient au nord, tels que le Jenin et l'Al-Qaïda. Donc, l'accord a exclu tous ces groupes. Ce qui a fait que la situation a continué de se détériorer parce que ces groupes continuaient de mener les attaques.
Donc, la détérioration de la situation sécuritaire a conduit à une mobilisation massive en 2020 contre le régime en place, le régime Ibrahim Boubacar Keïta, et euh, ce qui a favorisé le renversement et l'arrivée des militaires au pouvoir, l'arrivée des militaires. Donc, à leur arrivée, il y a eu une réorientation de de l'approche dans la politique de défense. Donc, il y a eu une rupture avec la France et le renforcement de partenariat entre l'État malien et les Russes. Donc, les Russes ont intervenu à travers Wagner, qui est maintenant devenu Africa Corps. Mais malgré tous ces efforts militaires déployés dans la région, euh, les, les massacres continuent, la situation se détériore de plus en plus et les groupes extrémistes ont trouvé un nouveau mode opératoire qui consiste à attaquer les, les carburants et les biens de première nécessité. Donc maintenant, il y a une crise de carburant qui sévit au Mali et aussi une crise humanitaire complexe. Et l'événement récent, le du 25 avril, tout le monde est au courant qui a fait un peu, qui était à la une avec l'attaque du domicile du ministre de la Défense, où sa famille, et où il a été tué avec les membres de sa famille. Et ensuite, il y a eu une attaque, je dirais un massacre dans la région de Banagara. Donc, tout cela nous demande que la situation ne cesse de se détériorer. Donc, c'est un aperçu général du centre du conflit actuel du Mali. Donc, sans plus tarder, je vais donner la parole à Guy. Euh, voilà, maintenant, dans la biographie de Guy, l'organisateur africain de World Beyond War, il est professeur d'enseignement secondaire, écrivain et militant pour la paix basé au Cameroun. Il travaille depuis longtemps à éduquer les jeunes à la paix et à la non-violence. Son travail a placé les jeunes filles en particulier au cœur de la résolution des crises et de la sensibilisation à plusieurs enjeux au sein de leur communauté. Il a fondé le chapitre du Cameroun World Beyond War en 2020. Euh, Guy, vous avez la parole. Alors, merci beaucoup, Fatoumata, et bonsoir à tout le monde qui s'est connecté à cet échange-ci. Donc, euh, donc je vais aborder, donc permettez, je fais le réglage là. Ok. Bon, anyway, allez, bon, disons, je vais aborder la question de l'enjeu, hein. Bon, l'enjeu des systèmes d'armes autonomes. Pourquoi faudrait-il les interdire dans un contexte comme celui du Sahel qu'on vient d'écouter, avec la présence de multiples groupes armés qui ne cessent de multiplier des stratégies pour s'aimer la terreur et décimer les populations. Donc, si jamais un mode opératoire, celui de l'intelligence artificielle, est entre en jeu, cela compliquerait encore davantage la tâche et rendrait les efforts de paix qui sont en cours vraiment vains. Donc, d'emblée, on peut se poser la question de savoir qui a le pouvoir de décider qu'un être humain doit mourir.
qui doit décider du sort de la vie d'être humain. Est-ce un être humain ou une machine? Parce que les armes autonomes, c'est des machines. C'est des armes qui sont capables de détecter elles-mêmes des menaces, ou alors ce qu'on leur présente comme une menace, et d'effectuer des décisions, y compris décision d'éliminer, donc de façon totalement autonome, sans qu'un être humain ne puisse commander. Alors déjà, pendant des siècles, la décision d'ôter la vie a toujours été prise par un être humain. Et aujourd'hui, avec les progrès rapides de l'intelligence artificielle, certains développements des systèmes sont capables d'identifier, de sélectionner et même d'attaquer des cibles avec une intervention humaine de plus en plus limitée. Ça, c'est ce que l'intelligence artificielle peut faire. Et nous nous approchons finalement vers une réalité où des machines vont pouvoir contribuer directement à des décisions de vie ou de mort sur des êtres humains. Alors, ceci, ce n'est pas un scénario qu'on imagine. Ce n'est pas tellement imaginaire. C'est un sujet qui mobilise aujourd'hui les Nations Unies et ses États membres, qui mobilise les chercheurs, les organisations humanitaires, la société civile. Alors, des récentes discussions internationales au niveau des Nations Unies à Genève sur l'intelligence artificielle dans le domaine militaire, donc je rappelle que dans ce cadre-là, il y a un groupe d'experts gouvernementaux qui discutent de la question des armes autonomes dans le but de voir quelles mesures adopter un traité ou une convention qui pourra décider de l'élimination complète de ces armes. Donc, dans le cadre de cette discussion-là, de récemment, il y a un constat qui a été fait, c'est que la technologie évolue plus rapidement que les règles qui sont destinées à l'encadrer. Et la fenêtre pour agir se réduit aussi rapidement. Donc la technologie est en train de prendre de l'ampleur, l'intelligence artificielle est en train de prendre de l'ampleur dans le domaine militaire. Alors, pour nous, World Beyond War, qui est un mouvement mondial qui veut mettre fin à toute forme de guerre, la réflexion dépasse déjà largement la seule question de l'intelligence artificielle. Donc, The World Beyond War œuvre, comme je l'ai dit, pour l'abolition de la guerre elle-même en tant que système, le système de la guerre. Alors, et nous sommes convaincus qu'aucune technologie ne peut rendre la guerre plus humaine, comme ceux qui défendent ces technologies-là prétendent. Aucune technologie ne peut rendre la guerre plus humaine parce que la guerre en elle-même déjà est un système mauvais qu'il faut détruire. Alors nous, plus nous autonomisons la violence, plus nous risquons de nous éloigner de notre propre humanité. Alors, il faut dire que nous ne sommes pas opposés à l'intelligence artificielle en tant que telle, parce que l'IA contribue, ou alors peut contribuer à l'éducation, à la santé, à la prévention des catastrophes, à la recherche, à l'agriculture et tous ces autres domaines de développement. Ce que nous refusons, c'est que l'intelligence artificielle puisse être utilisée ou alors puisse être autonomisée dans l'usage de la force pour faciliter les destructions des vies humaines. Donc, nous ne voulons pas que l'intelligence soit au service de la destruction, mais plutôt de la construction. Alors aujourd'hui, nous allons aborder la question de ces systèmes d'armes, les systèmes d'armes autonomes, qui représentent un enjeu majeur pour le Sahel et l'Afrique dans son ensemble, de pourquoi leur interdiction est devenue une urgence internationale et comment chacun d'entre nous peut contribuer à construire un avenir où la technologie reste au service de l'humanité et non au service de la guerre. Alors, l'histoire de la guerre est aussi
celle de l'évolution des armes. Parce que les armes sont faites pour fabriquer la guerre, pour reproduire les systèmes de guerre. Chaque fois, les fronts de guerre se multiplient autant que les armes se multiplient. Donc, chaque fois un nouveau front de guerre est opérationnel, il y a les armes qui se multiplient, les acteurs qui entrent en jeu pour faire le commerce des armes le plus souvent, parce que l'enjeu économique est plus important que les vies humaines. Donc, l'histoire de la guerre évolue avec les armes et les technologies entrent en scène pour que cela évolue encore plus rapidement. Donc, nous, au tout départ de l'histoire de la guerre, nous n'avions que des armes blanches. Les armes blanches, les couteaux, les machettes, les gourdins. Et nous sommes passés aux armes à feu, les, les Kalachnikov, les armes conventionnelles connues comme armes de guerre. Nous sommes passés ensuite aux missiles guidés, nous sommes passés aux drones, aux systèmes de combat de plus en plus sophistiqués. Parfois, des drones, c'est des armes qui sont pilotées à distance. C'est-à-dire quelqu'un depuis les États-Unis décide de frapper en Afrique sans se déplacer parce qu'ils utilisent ces drones-là. Maintenant, il y a une caractéristique qui est restée constante dans cette évolution des armes, c'est que l'être humain était quand même toujours responsable de la décision finale de décimer un autre être humain. Alors aujourd'hui, donc cette constante-là est en train de, de s'estomper, elle est en train de migrer vers un mécanisme où l'être humain ne sera même plus capable de tuer. Donc, vous allez voir, on a commencé par une approche plus frontale. On est proche l'un de l'autre pour pouvoir tuer. Avec les drones qui arrivent, on peut commander depuis la distance. Maintenant, avec l'intelligence artificielle, il est maintenant possible que l'homme ne soit même plus là du tout et que la guerre continue de se faire et de façon encore plus précise. Donc grâce au progrès de l'intelligence artificielle, de la robotique, il y a des capteurs, des traitements de données. Il est possible de concevoir des systèmes qui sont capables de rechercher, d'identifier, de sélectionner et d'engager des cibles avec une intervention humaine très limitée ou inexistante pendant certaines phases de leur fonctionnement. Donc, c'est ce qu'on appelle donc communément les systèmes d'armes autonomes parce qu'ils sont en mesure d'agir tout seuls. Et le nom public que la société civile a voulu leur donner, ce sont des robots tueurs. Ce sont des robots qui sont faits pour décimer des êtres humains. Alors, ce sont des armes qui utilisent des capteurs, des algorithmes et l'intelligence artificielle pour analyser leur environnement, pour identifier les cibles potentielles et utiliser la force sans qu'un opérateur humain ne contrôle chaque décision de tirer ou de tuer. Et ce qui est inquiétant pour l'humanité à cette fin, c'est que la communauté internationale n'est pas aussi, je veux dire, la communauté internationale n'a pas encore toute la maîtrise de toute cette technologie-là. Donc, le fait qu'elle nous rapproche d'un monde où des machines pourraient participer à des décisions de vie ou de mort, c'est ça qui est inquiétant et que ce ne soit pas maîtrisé. Donc, c'est pour ça que la société civile est en train de mener des combats, de plaidoyer pour que cette question soit, à défaut d'être interdite totalement ou tout au moins régulée. Alors, les débats au niveau international ne portent pas seulement sur les performances techniques de ces systèmes, parce que c'est déjà assez connu que ces systèmes sont performants. Les débats soulèvent aussi des questions qui sont fondamentales. Par exemple, qui sera responsable lorsqu'une machine commettra une erreur? Si une machine qui est produite pour tuer décime, qui est responsable? Est-ce que c'est celui qui a fabriqué la machine qui répond, ou alors est-ce que c'est celui qui
ou alors c'est la machine même qui répond, ou alors c'est celui qui a acheté qui est responsable. Parce que en cas d'une vie perdue, il faut toujours qu'il y ait personne, quelqu'un qui réponde. Est-ce que la machine qui agit toute seule va répondre? C'est une question d'éthique, c'est une question morale qui se pose. Et il faut dire que les robots tueurs peuvent être des machines, peuvent être des petits engins tout simplement, peuvent être minuscules même, et avoir la forme d'un stylo, avoir la forme d'un petit caillou, avoir la forme d'un être humain, avoir la forme d'un chat, avoir la forme d'un ordinateur, d'un téléphone, tout type de forme qui peut contenir des programmes et des algorithmes qui sont conçus. Une autre question fondamentale, c'est comment peut-on distinguer un civil d'un combattant dans un environnement de guerre? On va donc distinguer un civil, puisque si la machine a été paramétrée pour tuer des combattants qui sont des militaires, et que dans le même environnement, il y a des civils, comment est-ce que la machine peut distinguer? Peut-être on nous dirait que les militaires ou bien les soldats sont habillés en tenue, mais il se trouve que beaucoup des groupes armés, ils n'ont pas la tenue militaire, mais quand ils parviennent à tuer des militaires, ils récupèrent généralement leur tenue qu'ils portent. Vous pouvez voir quelqu'un en tenue militaire, mais qui n'est pas du tout un militaire. Alors, si l'algorithme a été programmé de sorte qu'il agisse sur la tenue, alors voilà on aura face à... il est possible qu'il y ait des erreurs, que la machine ne détecte pas la bonne personne et commette ce type d'actes. C'est pour ça que l'être humain, en fin de compte, est toujours bien placé pour décider. Une autre question, peut-on déléguer un algorithme, à un programme, une décision qui engage la dignité d'un être humain ou le droit à la vie? C'est fondamental. Donc, World Beyond War se pose ces questions dans le cadre de cette campagne contre les robots tueurs parce qu'ils dépassent largement le domaine militaire. Donc, ce sont des questions qui concernent des valeurs que nous voulons préserver en tant que euh, humanité. Lorsque nous retirons progressivement l'être humain de la décision d'utiliser la force, nous risquons également de retirer la responsabilité, la compassion, le jugement, l'éthique, la morale, toutes ces choses-là qui doivent accompagner une décision qui touche à une vie humaine. Maintenant, on se pose ces questions. On n'a même pas besoin d'arriver à tout cela, d'après la vision de World Beyond War, parce que l'être humain est sacré et ne devrait pas être tué. Donc la guerre ne doit pas exister pour qu'on ait à se poser toutes ces questions-là. Maintenant, si nous parlons autant des systèmes d'armes autonomes aujourd'hui, ce n'est pas parce qu'il s'agit d'une nouvelle technologie très fascinante. Non, c'est parce que leurs conséquences peuvent transformer profondément la manière dont les guerres sont menées. En 2025, euh, lors des consultations internationales que les Nations Unies ont organisées, les États ont reconnu que l'intelligence artificielle dans le domaine militaire constitue désormais une question majeure pour la paix et la sécurité internationale. Donc, le débat ne porte plus seulement sur les robots tueurs, mais sur l'utilisation de l'intelligence artificielle dans la chaîne des opérations militaires. Parce que l'intelligence artificielle est notamment utilisée pour collecter des données, des informations, pour identifier des cibles, pour aider à la décision pour commander à distance ou même pour contrôler dans l'action de ces machines-là qui sont produites. Alors, donc, parmi les préoccupations qui reviennent dans les discussions, c'est la perte du contrôle humain significatif dans l'usage de la guerre, dans l'usage de la force. De nombreux États insistent sur le fait que les décisions relatives à la vie ou à la mort ne doivent jamais être déléguées à une machine. Donc, le véritable enjeu n'est pas simplement la présence d'un être humain derrière un écran qui pilote peut-être à distance, mais la capacité réelle à comprendre la situation ou exercer un jugement moral et, et ultimement d'assumer les responsabilités. Alors, parce que quand un humain est au contrôle,
même s'il a été chargé d'aller tuer quelqu'un, son jugement peut lui permettre quand même de comprendre que non, il y a eu une erreur, la personne qu'on demande de tuer n'est pas celle qu'on doit tuer, et il se rétracte. Or, c'est qu'une machine programmée n'est pas capable de faire. Alors, il a une autre préoccupation sur la responsabilité qui va endosser. Donc, parce que si un système commet une erreur, il faut un responsable. Alors, c'est le responsable, ce sera qui? Ça sera celui qui a programmé la machine, ça sera celui qui a fabriqué, et celui qui a conçu l'algorithme, ça sera qui est responsable sur le plan juridique. Alors, pourtant, ce ne sont que des êtres humains qui sont reconnus par le droit pour être retenus responsables des situations. Une machine, on ne va pas condamner une machine, on ne va pas mettre une machine en prison, par exemple, parce que la machine a tué. Donc l'autre inquiétude porte sur les conséquences humaines. Donc, les systèmes d'intelligence artificielle peuvent accélérer considérablement le rythme des opérations militaires. Ouais, c'est ce qui fait que en une minute, plusieurs millions de personnes peuvent être tuées. Tout un pays peut être ravagé en une minute simplement si on utilise l'intelligence artificielle dans les opérations militaires. Donc, les décisions, parce que les décisions sont rapidement prises. Alors, tous ceux qui utilisent généralement les outils d'intelligence artificielle même dans certains travaux vont comprendre que quand vous mettez peut-être un prompt pour poser une question ou bien pour analyser quelque chose de complexe, vous allez voir que la réaction va se faire la réponse va se faire dans les 10 secondes ou plus, 5 secondes même. Et vous aurez tout un ensemble de propositions, de suggestions, des choses qui sont proposées. Alors, cela, il va également de même dans l'intelligence artificielle appliquée au domaine militaire. Si cela est utilisé, en quelques secondes, tout un pays, tout un continent peut être dévasté. En quelques secondes simplement. Alors, donc une autre préoccupation est liée aux données. Donc, les systèmes d'intelligence artificielle apprennent, parce que ce sont avec les capteurs et l'adaptation de, de la machine dans son environnement, ils apprennent à partir des données qui peuvent être incomplètes, qui peuvent être biaisées, ou qui peuvent être obtenues grâce à une surveillance de masse. Alors, si les données sont erronées, alors les décisions que les machines vont prendre vont aussi être erronées. Ça fait que euh, on sera face à des injustices ou à des erreurs du fait de l'environnement de la machine. Donc, l'inquiétude que les gens qui ne veulent pas de cette technologie ont donc, la rapidité avec laquelle cette technologie se développe aujourd'hui. Donc, les armes autonomes sont déjà testées dans plusieurs conflits, tandis que les entreprises technologiques de l'industrie de l'armement collaborent de plus en plus étroitement. Donc, beaucoup craignent donc qu'il y ait une course mondiale à l'intelligence artificielle militaire, qui, que cette course s'engage avant même que les règles communes n'aient été adoptées. Donc, parce qu'il n'y a pas encore un cadre réglementaire sur l'utilisation des robots tueurs. Il n'y a pas un cadre maintenant. Les gens développent déjà cette technologie, ça pose donc un problème. Donc, c'est pourquoi nous voulons simplement que ces armes soient éliminées, qu'elles soient éliminées, qu'on n'ait pas à produire ce type d'armes. Alors, il y a donc un nombre croissant des États qui soutiennent aujourd'hui l'ouverture des négociations en vue d'un instrument international. Ça, c'est ce que la campagne contre les robots tueurs fait. Donc, la campagne contre les robots tueurs, en anglais, Stop Killer Robot Campaign, qui existe depuis 2013. Elle a été lancée par un groupe d'associations internationales, parmi lesquelles Human Rights Watch. Oui, il y a ces associations-là qui continuent de demander une négociation d'un instrument. Il y a beaucoup d'États qui ont adhéré à cette vision-là. World Beyond War est membre de cette campagne, mais qui a un discours qui est quand même différent. Il souhaite quand même que toutes ces armes-là soient, au lieu d'être régulées, soient simplement interdites. Voilà.
Donc, il y a plus de 70 États qui se sont déjà déclarés favorables à l'ouverture des négociations pour un traité, un instrument juridique international contraignant sur les systèmes d'armes autonomes. Il y a, la campagne veut aller plus loin que cela en interdisant les systèmes qui ciblent des personnes et ceux qui ne permettent pas un contrôle humain significatif dans l'usage de la force. Donc, la campagne veut qu'il y ait au minimum un contrôle humain dans la réglementation. Et World Beyond World va encore plus loin en demandant qu'on interdise simplement, qu'on n'ait même pas à voir l'intelligence artificielle militaire se développer. Donc maintenant, une question reste simple. Alors, voulons-nous d'un avenir où la technologie aide l'être humain à protéger la vie ou d'un avenir où euh, elle continue à autonomiser la décision de tuer? C'est ce choix que la communauté internationale est appelée à faire aujourd'hui. Il faut choisir entre continuer de décimer les gens et encore plus rapidement ou de les protéger ou de protéger les êtres humains. Alors, pourquoi l'interdiction des robots tueurs est un enjeu majeur pour euh, le Sahel et l'Afrique? Alors, donc, on peut penser que les systèmes d'armes autonomes concernent uniquement les grandes puissances militaires. Parce que quand nous avons commencé les activités de cette campagne-là, en Afrique, chaque fois, on nous demande est-ce que ça nous concerne vraiment? Est-ce que ce ne sont pas les grandes puissances, les États-Unis, la France, l'Israël, la Chine? Est-ce que ce ne sont pas ces puissances-là qui doivent être concernées par les questions des armes autonomes? Mais que non. L'Afrique est très, très, très concernée par ces questions parce que ce sont, après tout, ce sont elles qui disposent des moyens financiers et technologiques. Ces grandes puissances disposent des moyens technologiques pour développer cette technologie-là, pour développer ces armes. Mais la réalité, la réalité que nous vivons, c'est que l'Afrique n'a n'a pas fabriqué les bombes atomiques, par exemple. L'Afrique n'a pas fabriqué toutes les armes lourdes que nous voyons se déployer dans les guerres conventionnelles. Euh, Nous n'avons pas fabriqué tout ça en Afrique, mais nous subissons de plein fouet leur impact. Nous les subissons au quotidien. Donc le continent subit les conséquences depuis des décennies. Il n'y a pas une région de l'Afrique où il n'y a pas de conflits armés. Alors, les guerres qui ravagent donc ces pays et ces différentes régions d'Afrique-là sont donc alimentées par des armes qui sont conçues ailleurs, mais qui sont utilisées sur notre territoire contre nos populations. Dans le Sahel, comme Fatoumata l'a présenté tantôt, avec l'escalade de croissance des conflits, elle a parlé du cas de Mali. Donc, nous avons des pays comme le Burkina, nous avons le Niger, qui font face à la menace croissante du terrorisme. Et les autres pays de l'Afrique de l'Ouest ne sont pas en sécurité à cause de cette présence du terrorisme transfrontalier. Donc, le Sahel illustre parfaitement cette réalité-là, parce que nous voyons les effets directs des armes sur les populations. Le terrorisme, les conflits armés, les groupes non étatiques, les trafics transfrontaliers, l'intensité, je veux dire, ouais, l'instabilité, pardon, politique, tout cela qui fragilise déjà nos États. Et dans un tel contexte, avoir des armes qui vont faciliter encore les tueries, donc cela va représenter forcément un facteur d'escalade, de prolifération et d'insécurité jamais connu. Donc c'est pourquoi dans les discussions au niveau des Nations Unies, on souligne généralement que il y a une inquiétude largement partagée avec ces technologies-là, c'est qu'elles risquent d'accélérer les conflits, euh, d'abaisser le seuil du recours à la force et à un terme de
tomber entre les mains d'acteurs non étatiques, non experts, si elles ne sont pas encadrées par des règlements internationaux solides. Donc, si l'intelligence artificielle militaire se retrouve entre les mains des terroristes qui n'ont pas de pitié, alors vous n'allez pas imaginer les conséquences. Donc, tout agent qui est investi dans la course aux armements est un agent qui est investi ou alors qui devrait servir à l'éducation, qui devrait servir à la santé, qui devrait servir à l'autonomisation des jeunes, qui devrait servir à l'agriculture, qui est notre principale source de l'économie. Donc, nous avons aussi notre défi majeur actuel, le changement climatique. Si l'argent, au lieu d'être investi euh, dans ces différentes sources de développement pour notre région du Sahel, et qu'elles sont plutôt investies dans la guerre ou alors dans la course à cette intelligence artificielle militaire, c'est que nous sommes en train de nous détruire. Donc, toutes nos ressources devraient être mise au service de notre développement et non au service de la guerre. Donc, c'est pour ça que nous faisons ces campagnes. Donc, nous allons même plus loin dans cette discussion-là où on parlait de contrôle humain significatif. Ce n'est pas vraiment un argument que nous devons prôner que non, il faut les armes, mais il faut que l'être humain contrôle. Non. Même si l'être humain contrôle, c'est toujours pour tuer notre être humain et que c'est notre santé, notre éducation, notre agriculture qui paye le prix. Donc, notre mission, comme je l'ai précisé, est d'abolir l'institution de la guerre. Donc, nous nous opposons à toutes les armes, à toutes les formes de violence organisée. Donc, les robots tueurs représentent donc une nouvelle étape dans l'autonomisation de la guerre, mais ils s'inscrivent dans une logique plus ancienne, celle qui consiste à investir toujours davantage dans les moyens de faire la guerre plutôt que dans les moyens de construire la paix. Investir dans la technologie destructrice, dans l'IA pour la guerre, c'est investir davantage dans la guerre à une plus grande échelle plutôt que d'investir dans la construction de la paix dont nous avons le plus besoin pour notre stabilité. Donc, c'est pourquoi l'Afrique doit faire entendre sa voix dès maintenant. C'est pour ça que cette session d'échange, ce webinaire a toute sa raison d'être, parce que nous voulons montrer que nous n'avons pas besoin en Afrique de nouvelles armes, parce que celles qui sont là nous déciment déjà assez. Nous n'avons plus besoin de nouvelles armes, mais nous avons plutôt besoin que nos États puissent participer déjà à ces négociations internationales-là pour soutenir un traité qui doit interdire la création de cette nouvelle technologie ou la prolifération de cette technologie. Des traités qui doivent donner davantage de pouvoir aux êtres humains de gagner le contrôle de leur souveraineté. Voilà. Donc, je vais conclure, hein. Je vais terminer pour dire que face au risque que représentent les systèmes d'armes autonomes, donc il ne suffit pas de constater le problème aujourd'hui. Le constat est déjà fait. C'est clair que la technologie est dangereuse. Maintenant, il est question d'agir. Et c'est ça que la campagne Stop Killer Robot fait déjà. Donc, au niveau du World Bureau, nous organisons des sessions d'échange comme celle-ci pour en parler, pour alerter. Et en retour, dans nos organisations, nous interpellons nos dirigeants pour alerter sur le danger. Donc, la campagne ou alors World Beyond War, vous pouvez nous rejoindre. Vous pouvez nous rejoindre dans diverses campagnes que nous menons et même cette campagne contre les robots tueurs. Donc, je vais m'arrêter à ce niveau pour permettre à Mel de- d'échanger également et puis je pourrais revenir
après pour quelques questions et réponses. Merci beaucoup pour votre attention. D'accord. Merci beaucoup, Guy, pour cette brillante présentation. Je vais pré- euh, passer la parole à Madame Armel, qui est une experte en questions de genre, coordinatrice du programme de désarmement et actuelle secrétaire générale de la section camerounaise de la Ligue internationale des femmes pour la paix et la liberté, WILF Cameroun. Elle a commencé à travailler au sein de la société civile en 2004 et a occupé divers postes, notamment celui du chargé de programme et de chargé des politiques de sécurité depuis 2017, de coordinatrice du programme de désarmement. Euh, Armel, merci d'avoir répondu à notre invitation. Donc, je vous donne la parole. Ok, merci beaucoup de me passer la parole pour échanger avec vous sur le contrôle des armes au cas des robots tueurs au niveau du Cameroun. Vous m'entendez? Oui, on vous Ok. attend parfaitement. Oui, ce que je dirais, c'est que WILF Cameroun, qui travaille sur ces questions, la section du Cameroun a été créée en 2014. Et elle travaille sur 5 axes que sont l'agenda femmes, paix et sécurité, les droits humains, jeunesse, paix et sécurité, réponse aux crises et le contrôle des armes. Et parlant de contrôle des armes, puisqu'il s'agit de cela aujourd'hui, je dirais que l'objectif de notre programme de désarmement au niveau de WILF Cameroun, c'est de promouvoir la paix en vue d'un développement durable dans un contexte de conflit à travers un contrôle rigoureux de tout type d'armes et plus spécifiquement les ALPC. Et de façon spécifique, l'objectif de Vivre Cameroun, en travaillant sur la question des armes, c'est de prévenir les conflits au Cameroun en protégeant les femmes et les filles contre les violences liées à la prolifération des armes, de renforcer les capacités des acteurs camerounais sur les instruments de contrôle des armes en vue de réduire leur flux et de restaurer la paix et par conséquent contribuer au développement durable. Vive Cameroun, dans le domaine du désarmement, le travail de Vive Cameroun dans le domaine du désarmement s'inscrit dans une approche globale en s'arrimant aussi bien entendu aux spécificités nationales. Notre programme de désarmement euh, est axé sur 3 principaux champs. Le premier, c'est nous travaillons sur la question des armes conventionnelles, c'est-à-dire les armes légères de petit calibre et les armes lourdes. Les armes chimiques et les armes nucléaires à travers la campagne ICANN, Abolish Nuclear Weapons, et enfin la campagne contre les robots tueurs ou armes létales autonomes. Les armes létales, puisqu'il s'agit d'elles, je vais revenir sur ce que c'est que les armes létales. Nous dirons que les armes létales, pour nous, Vive Cameroun travaille penché sur ces campagnes, justement en vue d'amener les États à adopter une résolution visant à imposer un contrôle minimum humain sur les utilisateurs de ces technologies. Je pense que Guy, dans sa présentation, a suffisamment épilogué là-dessus en montrant, il a parlé de ce que c'est que les robots tueurs, la dangerosité des robots tueurs. Il a même parlé du format des robots tueurs qui peuvent être de miniaturisés au plus grand. Et c'est des armes, comme il a dit, qui peuvent agir sans contrôle humain. Et qui dit sans contrôle humain dit des conséquences lourdes. Et derrière ces conséquences, il y a une question de responsabilité qui se pose. Qui sera pointé du doigt lorsque les armes létales ou bien les robots tueurs vont commettre des forfaits? C'est justement pour ça que la campagne que nous menons au niveau du Cameroun est motivée par la volonté de préserver des vies d'une part et d'autre part d'unir notre voix à celle des autres organisations engagées dans ces campagnes pour interdire le développement de ces technologies et de protéger les soldats humains déployés sur le terrain des opérations. Les actions de Vive Cameroun dans ce sens a mené plusieurs actions depuis 2018, tant au niveau national, régional et international, à travers le renforcement des capacités sur la thématique des robots tueurs, à travers les sensibilisations et à travers des webinaires comme celui qui est présentement en train d'être organisé. Au niveau national, plusieurs actions ont été menées et comme je l'ai dit depuis 2018, nous avons par exemple organisé en 2019 un atelier de formation des acteurs nationaux, des acteurs et experts nationaux sur les armes létales autonomes.
et le processus de la Convention des Nations Unies sur certaines armes conventionnelles. Comme vous l'a dit, les armes, quand on parle de robots tueurs, on se disait qu'est-ce que c'est quoi les armes létales, c'est quoi les robots tueurs, ça ne concerne pas l'Afrique, ça ne concerne pas le Cameroun. Donc, il était important pour nous, à travers ces espaces, de parler de ce que c'est que les robots tueurs aux acteurs nationaux et surtout les engager dans la campagne. Et également, en 2028, en 2021, à la faveur de la commémoration de la Journée internationale de la paix, nous avons également organisé un atelier pour évaluer l'impact des actions. Nous avons organisé une activité avec pour thème Robot tueur, une menace à la paix mondiale. Cette activité avait pour objectif d'évaluer l'impact des actions des membres de la campagne contre les robots tueurs au niveau du Cameroun. Comme je vous l'ai dit, nous avions commencé les actions en qui n'étaient pas encore d'actualité. Les gens avaient tendance à voir la question de robots tueurs comme enfin, c'était pas une priorité nationale. Et ils disaient, cette technologie n'est pas développée en Afrique, encore moins au Cameroun. Quel intérêt est-ce que nous avons à nous y pencher? Mais bon, à travers les campagnes et toutes les actions que nous avons menées, nous avons pu essayer de déconstruire ce que nous avons pu déconstruire. Et également, en 2022, nous avons organisé un atelier de mobilisation des acteurs nationaux autour du processus de ratification du traité. Cet atelier s'est tenu à l'occasion du premier anniversaire de l'entrée en vigueur du traité sur l'interdiction. Et WIF Cameroun a mené cette action avec bien entendu, ses partenaires, les acteurs nationaux, les acteurs des médias, pour échanger sur l'opportunité justement pour le Cameroun d'adhérer à ce traité. En 2023, WIF Cameroun, toujours dans le cadre de la campagne contre les robots tueurs, a participé à Eligiatech. Eligiatech, c'est l'Olympiade de la robotique et l'intelligence artificielle qui a réuni des universités de premier plan, des chercheurs des entreprises technologiques locales à travers une compétition qui visait à promouvoir l'innovation technologique avec des spécifications orientées vers les problèmes de l'industrie. Ceci s'est fait dans la collaboration avec SPAD Robotique et l'Association camerounaise de robotique. Ça, c'est les actions que nous avons menées au niveau national. Au niveau régional, nous avons coaché plusieurs autres sections et groupes de WIV afin qu'elles puissent s'engager également dans la campagne. Les plaidoyers, bien que les plaidoyers soient encore là, au niveau de l'Afrique, nous nous réjouissons quand même que la question de robots tueurs est de plus en plus connue et ceci pourrait être un très grand atout dans les prochaines années où pourrait peser en faveur de l'adoption d'un instrument interdisant le développement de ces technologies. Au niveau international, WILF Cameroun a participé à plusieurs réunions du groupe d'experts gouvernementaux à Genève. Le groupe d'experts gouvernementaux sur les SALA, système d'armes d'État autonome, du robot tueur, c'est un cadre de discussion des Nations Unies sous la Convention de certaines armes. Et l'objectif pour nous de participer à cet espace était de documenter l'impact JAR des SALA et d'une part et d'autre part de plaider pour que le Cameroun soutienne l'interdiction au niveau du groupe. Comme nous l'avons dit, nous d'abord, WIF Cameroun, c'est une organisation de femmes et notre cible première, c'est les femmes, c'est les jeunes. Donc, dans toutes nos actions, dans le contrôle des armes, dans bien d'autres politiques, nous essayons d'évaluer l'impact genre. Donc, c'était tout le sens de notre participation à ce processus. Et ceci s'est fait pour soutenir donc le plaidoyer que nous voulions au niveau du Cameroun. Nous avons sollicité un groupe d'experts, d'ingénieurs, de roboticiens pour rédiger au niveau du Cameroun un document de plaidoyer stratégique pour lutter contre l'utilisation des robots tueurs. Ce document, c'est un document, comme je l'ai dit, de plaidoyer qui présentait les robots tueurs, la genèse, qu'est-ce que les robots tueurs, les conséquences et l'impact sur la société. Donc, ce document, nous l'avons commis pour le soumettre au gouvernement afin qu'il puisse en prendre connaissance et véritablement avoir les outils, les arguments pour pouvoir se prononcer sur la question des robots tueurs. Donc, en tant que section ayant de l'expérience
dans le domaine, et pour nous, question d'aider les autres sections et groupes à faire de la question des robots tueurs une priorité. Une priorité d'autant plus qu'aujourd'hui, avec tout ce qui se passe dans le monde, il y a un développement effréné de l'intelligence artificielle et cette intelligence artificielle est mise à contribution dans le développement des armes. D'où l'urgence pour nous de pouvoir participer à ces campagnes, non pas pour interdire le développement de ces technologies, mais tout au moins pour la réguler, afin que l'arme ne soit plus utilisée pour tuer de façon anarchique, mais que l'arme soit un outil de protection des États et qui garantit la souveraineté des États. Donc, voilà ce que nous avons préparé sur ce point et je vous dis merci. Et je reste ouverte à d'éventuelles questions s'il y en aurait. Merci. D'accord, merci beaucoup, Madame Armel, pour cette présentation. Donc, si vous avez des questions, des commentaires par rapport au robot tueur, merci de nous le faire part. Voilà. Merci, Charlotte. Vous avez la parole. Ok, bonsoir tout le monde. Bonsoir. Vous m'entendez? Très bien, Charlotte. D'accord. Euh, je voulais intervenir par rapport à la dernière phrase de Ahmed pour dire que les robots tueurs comme les autres armes létales ou autonomes ne soient pas utilisés pour tuer des humains, mais pour, comment l'appelle-t-on? Pour la souveraineté ou la sécurité des États. Euh, Moi, depuis longtemps, cette affaire-là me reste un peu complexe ou un peu confuse parce euh, que ce soit pour la souveraineté de l'État, euh, dans tous les cas, ça rentre dans le cadre de la guerre. Ça rentre dans le cadre de la guerre. Et je ne sais pas comment vraiment on peut justifier cela ou quelle raison on peut donner à cela. Parce que même si ce n'est pas pour tuer les locaux ou les citoyens, c'est vrai, euh, c'est pour faire face à un ennemi, un ennemi. Et je prends le cas de notre sous-région, qui est l'Afrique de l'Ouest, hein, avec au sein de laquelle il y a une insécurité pas possible. Aujourd'hui, quand nous regardons les budgets de nos États, la question de sécurité prend le dessus de tout. C'est-à-dire que tous les moyens sont mis par rapport à la sécurité pour toujours préserver la sécurité. Et je me demande vraiment, est-ce qu'il n'y a pas, il y a pas un moyen, hein, un moyen pour nos États, hein, d'éviter l'utilisation là de ces armes, de ces armes létales et de ces armes létales. Au Togo, ici, dans le cadre de Wilford, nous avons mené aussi la campagne contre les robots tueurs. Nous avons rencontré un commandant ou un colonel, bon, qui nous a entretenus et qui nous a dit que euh, on utilise beaucoup dans le cadre de la santé. euh, il y a, je sais pas quel type d'ami il a dit qu'on utilise ça dans le domaine de la santé pour, euh, ils ont parlé du cancer et tout ça là. Mais vraiment, c'est un peu compliqué la question
de sécurité et dit que vraiment, je ne sais pas comment on va se situer. Euh, j'ai échangé un jour avec un homme de l'armée du Bénin et il m'a dit vraiment que cette affaire-là, que ça coûte vraiment cher. Ça coûte vraiment cher, hein, que l'État dépense beaucoup pour euh, les armes autonomes ou létales. Par exemple, les drones, par exemple. Il m'a dit, par exemple, que pour pouvoir déployer un drone, parfois il faut mettre jusqu'à 2 millions. Jusqu'à 2 millions. Au Togo, par exemple, nous avons eu un cas très malheureux quand l'insécurité au nord du pays, de notre pays, le Togo, a commencé parce que euh, tout ce qui a comme djihadistes terroristes dans les trois pays de l'OAS, de l'AES, ils s'infiltrent. Bon, ils viennent au Togo aussi. Et entre-temps, le Togo a utilisé des drones, pensant qu'ils avaient affaire à des mercenaires ou à des terroristes qui ont échappé, qui se sont enfuis ou bien, ouais, qui se sont infiltrés au Togo. Mais finalement, c'est une famille, c'est dans un village où ils ont fait une fête là. Et bon, les gens ont fini et ils rentraient chez eux. Il y en a qui étaient à pied, d'autres étaient sur les vélos et tout ça là. Donc, c'est toute une famille qui a reçu comme ça un coup. Bon, c'est une communauté quoi. Hein, ils sont allés dans l'autre communauté, dans l'autre village et ils revenaient. Et donc, avec les affaires de drone là, on les a vus. Bon, comme c'est une arme qui ne peut même pas dire si c'est un homme ou une femme ou c'est quoi. Bon, ils ont bombardé et après tout, l'armée était obligée de présenter les excuses. Donc, voilà, bon, voilà un peu ce que je voulais dire, mais je me demande vraiment comment faire par rapport à ces genres d'armes. Merci. Merci beaucoup, Charlotte, pour votre intervention. Est-ce que euh, Madame Armel, vous avez des Oui, réponses par oui, rapport? oui, oui, oui. Voilà. Ok, merci Charlotte pour cette question qui est très pertinente et en même temps très embarrassante. Embarrassante parce que on dit les armes, un État sans armes, on se pose quand même des questions. Pour ce qui est des robots tueurs, je crois que Guy l'a bien dit à sa présentation, les robots tueurs, ce qu'on voudrait, c'est que ce soit véritablement régulé et encadré parce que le développement de la technologie n'est pas que négatif. Les robots tueurs sont importants, mais c'est l'utilisation qu'on en fait qui n'est parfois pas bonne. D'où l'importance de réguler dans ce domaine-là. Par exemple, nous avons eu des sessions où les agriculteurs vous disent que ils ne peuvent plus travailler sans drone parce que avec les drones, ils peuvent survoler les espaces, leurs plantations. Les drones peuvent les aider à détecter les endroits où il y a peut-être des insectes nocifs. Les drones peuvent les aider à pulvériser les insecticides dans leurs champs. Il y a beaucoup de choses qui sont faites avec les drones. Beaucoup de choses. Donc, maintenant, c'est juste négatif quand c'est au service de la guerre. Parce que, comme on l'a dit, l'exemple que tu as pris, c'est un exemple très, très bien parce que c'est ce que Guy a relevé dans sa présentation. Comment distinguer l'homme de la femme quand la gâchette est peut-être dégainée? Comment savoir que ce sont des innocents? C'est pour ça qu'il est important d'encadrer cela, puisque ils l'ont fait, ils ne savaient pas si c'était des terroristes ou bien si c'était des gens
lambda qui passait et il s'est avéré que c'était des personnes inoffensives qui passaient. Donc, c'est tout le sens de la campagne contre les robots, c'est tout le sens de notre plaidoyer pour dire véritablement, nous ne voulons pas de cette technologie parce que voilà ses limites. Mais en même temps, on peut développer, mais développer pas pour utiliser au service de la guerre, mais au service du développement industriel, au service du développement. Donc, voilà un peu. Je ne sais pas si Guy peut ajouter quelque chose à ce que je viens de dire. Oui, merci beaucoup à Mel et merci beaucoup à Charlotte pour son commentaire très illustratif du combat vraiment que nous sommes en train de mener. Donc, je vais surtout revenir sur le volet coûteux de déploiement des drones, comme elle a mentionné. Ce n'est pas un jeu, franchement, parce que c'est coûteux. Là, on ne parle encore que des drones qui sont pilotés par des êtres humains. Et s'il faut y ajouter encore une technologie encore plus sophistiquée qui mettrait de côté l'être humain, ça veut dire que les coûts tels qu'on mentionne seraient peut-être multipliés encore par 10 ou voire plus. Et c'est de l'argent dont notre économie a besoin pour prospérer. C'est de l'argent dont les jeunes ont besoin pour être des acteurs de construction de la paix. C'est de l'argent dont on a besoin pour que notre économie locale puisse avoir un sens et compétir avec les autres niveaux d'économie au niveau mondial. Donc, on a tout à faire pour que la guerre cesse, en fait, c'est ça. Et ça me donne l'opportunité d'enchaîner avec la question de Amadou Moïda, qui est dans les questions qui sont dans le chat. Déjà, la première, peut-on qualifier les drones utilisés au Sahel dans la lutte contre le terrorisme comme des robots tueurs? Alors, de drones à robots tueurs, il n'y a qu'un pas. Le pas à franchir, c'est que des algorithmes nouveaux soient installés dans ces équipements-là, de sorte que l'être humain ne soit plus appelé à contrôler. Parce que les robots qui survolent le Sahel sont pilotés à distance par des êtres humains, sont pilotés par des gens. Et à ce moment-là, on ne parle pas encore de robots. Ben, on peut parler de robots tueurs, oui, mais pas de robots autonomes. Voilà. Ils sont des robots tueurs, mais qui ne sont pas autonomes parce qu'ils sont encore pilotés par un être humain. Bon, maintenant, l'autre question, comment utiliser de manière responsable l'intelligence artificielle dans la lutte contre le terrorisme dans le Sahel? Et ce serait vraiment utile pour nos pays de faire face au terrorisme en utilisant l'intelligence artificielle dans le sens où l'IA permettrait de signaler aux autorités toute position des personnes suspectes en temps réel. Je me souviens lors d'une des activités de la campagne que nous avons menée au Cameroun avec des experts en robotique, et l'un d'eux disait, pour contrer les robots tueurs, il faut construire d'autres robots qui vont tuer les robots tueurs. Donc, c'était un peu drôle. Mais ça dit qu'il faut produire des robots qui vont tuer des robots tueurs. Ça veut dire que dans la configuration, il faut, au lieu de confronter les robots aux humains, il faut peut-être confronter les robots entre eux pour que les êtres humains soient préservés. Donc, le problème au niveau du Sahel, c'est justement la difficulté à identifier, à identifier euh, les positions des terroristes. On ne sait pas généralement comment les repérer facilement. Alors, s'il y a des dispositifs intelligents qui permettent de signaler et même, non seulement de signaler et même de neutraliser les terroristes, parce que si, tel que nous concevons l'intelligence artificielle, ça sera pas pour tuer les êtres humains. Si on a une intelligence artificielle qui, associée à un dispositif, à un équipement qui peut avoir la forme d'un humain, humanoïde comme on l'appelle dans le jargon, si on crée des dispositifs qui ont cette intelligence-là, dont leur rôle est simplement d'arrêter
les personnes suspectes. Et l'avantage de l'intelligence artificielle au domaine militaire, c'est qu'elle opère 24 heures sur 24 sans repos, parce que l'être humain qui est au front se fatigue, a besoin de repos. Or, une machine autonome ne se repose pas. C'est une machine, elle n'a pas de temps. Elle n'a pas besoin de repos. C'est un tel dispositif permettrait justement de neutraliser, d'anéantir toute progression des terroristes et même de, de neutraliser leurs armes. Parce qu'une intelligence artificielle qui est associée à un dispositif militaire peut empêcher à une arme de détonner si la programmation est faite de cette façon-là. Donc voilà un peu, mais nous sommes vraiment loin de là parce que, il y a justement un enjeu économique de la guerre, il y a un enjeu géopolitique dans la guerre. Parce que nous n'allons pas accepter, nous n'allons pas concevoir que les drones qui survolent le Sahel ne sont pas en mesure d'identifier les différentes positions des terroristes. On sait où les terroristes se trouvent. Mais sauf que les personnes qui sont derrière ces groupes armés, ces groupes terroristes-là, ont intérêt à ce que nos États soient instables, ont intérêt à nous attaquer. Et de cette façon, ils dissimulent même d'ailleurs leur présence et surprennent les soldats qui sont déployés. Donc ça fait que c'est un enjeu véritablement économique, géopolitique pour contrôler. Or, notre enjeu, notre souhait, c'est que nous atteignions un stade où nous sommes vraiment souverains, de façon où personne ne nous dit en Afrique ce que nous devons faire, personne ne nous dit comment nous devons gérer notre sécurité, personne ne nous dit quelles sont les armes, entre guillemets, que nous devons utiliser pour nous protéger ou pour nous défendre. Donc, nous sommes en mesure de pouvoir décider de ce qui nous convient en termes de sécurité. Or, cela ne plaît pas forcément aux, aux puissances étrangères qui ont intérêt à ce que nous soyons décimés. Quand nous écoutons les discours de nos dirigeants, notamment ouest-africains, parce que dans la zone du Sahel, là, c'est là où on comprend qu'on a vraiment besoin de prendre des distances face à l'impérialiste. Donc, c'est le discours qui est bien écouté là-bas. Donc, si nous écoutons ces positions-là, nous comprenons que nous pouvons être indépendants, véritablement indépendants. Et si nous parvenons à nous doter des moyens et de l'intelligence suffisante pour pouvoir construire de, d'installer de l'intelligence artificielle dans nos équipements, alors cela permet pour nous, pas de tuer des gens, parce que éliminer des êtres humains, ce n'est vraiment pas le but de l'humanité. L'humanité est là pour se préserver et que l'être humain disparaisse de façon naturelle, comme la nature a prévu. Pas qu'un autre être humain ôte la vie à l'autre. Et l'intelligence artificielle peut, ou alors devrait, euh, arriver au stade où elle protège plutôt l'être humain, où elle protège la vie humaine plutôt que de la tuer. Donc voilà quelques commentaires que je voudrais apporter. Merci. Merci beaucoup pour, pour cette réaction. Est-ce que avez-vous d'autres questions? D'accord, Charlotte. OK. Donc, Charlotte, elle apprécie juste l'intervention. D'accord. Vous pouvez aussi poser vos questions dans le chat, hein. Je vois que Dr. John, Oui, je suis euh, là, je vois que votre micro est vraiment. désactivé. Voilà. Pouvez-vous Merci. prendre la parole? Bon, malheureusement, je viens de commencer un peu tard. Je ne sais pas comment la réunion avait commencé.
J'ai une petite préoccupation. Je voulais savoir parce qu'il y a ceux qui se disent concernant l'intelligence artificielle. Il y a des gens qui ont des doutes que apparemment ici en Afrique, on se retrouve qu'il y a des escrocs qui sont en train d'utiliser l'intelligence artificielle. Et à cela, je ne sais pas. Ce que nous voulons apprendre pour savoir beaucoup des informations sur l'intelligence artificielle. Est-ce qu'avec l'intelligence artificielle, il n'y a pas de risques? Et surtout, nous qui travaillons dans des organisations ou des organisations de la société civile, est-ce qu'il n'y aura pas de risques? Il y a la sécurité de tout ce qu'on est en train de faire avec l'intelligence artificielle. Voilà. Guy, vous allez répondre? Oui. J'espère que le docteur John, il a terminé, sauf qu'il a été coupé, ou bien peut-être c'est moi qui ai été déconnecté. Peut-être qu'il essaie encore de parler. Je pense qu'il a un souci de connexion. Oui, la connexion n'est pas bonne. C'est pas stable. D'accord. Ok, qu'à cela ne tienne, je crois que je peux dire quelque chose pour répondre. Quoi qu'on on va partager l'enregistrement et qui peut nous suivre s'il ne nous suit pas maintenant. Au sujet de notre sécurité, déjà, l'intelligence artificielle appliquée au domaine militaire, ce n'est plus, comme j'ai dit dans ma présentation, ce n'est plus de la fiction, c'est de la réalité. La réalité, nous avons comme un exemple très, très concret qui ne se cache pas de la Corée qui a par exemple déployé sur ses frontières des dispositifs d'intelligence artificielle pour surveiller ses frontières et neutraliser toute présence suspecte dans ses frontières. Et c'est la réalité et qu'en Afrique, il y a beaucoup de soupçons que l'intelligence artificielle soit également utilisée dans la guerre. Sinon, il est difficile d'expliquer comment, malgré les différents déploiements des forces de sécurité, comme on constate avec toute la théorie que les gouvernements ont acquis ces dernières années, ne parviennent pas à neutraliser les, les terroristes qui multiplient aussi des stratégies pour entrer sur le territoire. L'argument qu'on nous présente facilement, c'est que les groupes terroristes sont soutenus par des forces externes. Oui. Bon, maintenant, comment est-ce que ces forces opèrent de façon à pouvoir réussir toujours à prendre le dessus à certains moments? Les soupçons disent donc que parce qu'il y a aussi cette intelligence de la guerre qui peut être artificielle, qui peut être utilisée. Bon, pour cela, nous n'avons pas vraiment de preuves concrètes pour ce qui est de l'Afrique, encore que les combattants ne publient pas toujours leur stratégie. On constate simplement les dégâts et on fait des déductions parfois. Mais on n'a pas de preuves que cela est le cas. Mais la présence militaire importante prête le flanc et l'occasion à toute présence de l'intelligence artificielle militaire dans les fronts. Maintenant, pour ce qui est de la sécurité des gens comme nous qui travaillons dans la société civile, qui nous faisons ces plaidoyers, il faut dire que nous n'ayant pas une maîtrise de l'intelligence artificielle, nous sommes vulnérables forcément. Nous sommes vulnérables parce que c'est une technologie nouvelle dont nous n'avons pas les moyens de comprendre les tenants ou les aboutissants.
Et nous nous retrouvons parfois à utiliser les outils basiques d'intelligence artificielle qui nous sont fournis, à travers lesquels notre propre sécurité peut être exposée, y compris en ligne. Donc, forcément, c'est pour ça que les experts en robotique préconisent que nous devons investir nous-mêmes, et nous investir aussi, ou alors nos compagnies africaines, nos compagnies nationales doivent émettre des moyens aussi pour investir le domaine de l'intelligence artificielle. Mais cette fois-là, nous l'opposons à l'intelligence artificielle meurtrière que les autres nous imposent. Nous produisons une intelligence artificielle qui nous protège et qui nous favorise notre accès aux, aux autres ouvertures pour notre progrès économique, pour notre progrès dans l'agriculture, dans le commerce, dans l'élevage et toutes nos activités, dans la santé, dans l'éducation, dans la protection de l'environnement. Nous pouvons déployer des moyens d'intelligence artificielle qui nous aident à nous renforcer sur ce plan-là. Et en le faisant, nous pouvons également contrer la percée de l'intelligence artificielle à des fins totalement destructrices. D'accord. Y a-t-il d'autres réactions? D'autres réactions? Ok. Euh, Carmel, vous avez des mots à ajouter? Bon, peut-être Charlotte va intervenir, peut-être Charlotte peut intervenir et Amel prend la parole pour son mot de fin D'accord. après. Ok. Oui, Guy, s'il te plaît, par rapport à ta réponse, euh, je voudrais savoir, dans ce cas-là, qu'est-ce que nous devons faire? Et sans attendre ta réponse, je voulais savoir, est-ce que ce n'est pas en lien avec une formation qui a été faite en ligne par rapport à la protection des activistes? Euh, bon, je crois qu'ailleurs, on les appelle les donneurs d'alerte ou les whistleblowers. Bon, je voulais savoir, bon, avec l'avènement de l'intelligence artificielle, c'est vrai que ça nous expose, mais qu'est-ce que nous allons faire? Qu'est-ce qu'il faut faire vraiment? Oui. Donc, ce Merci. qui est important, en fait, c'est de comprendre cet environnement nouveau. Et pour comprendre cet environnement nouveau, on a besoin de se documenter, de se former pour comprendre ce qui arrive, cette chose qu'on appelle intelligence artificielle et comment on l'utilise et comment on peut la domestiquer, c'est-à-dire qu'on peut faire d'elle un compagnon utile et qui nous protège et qui nous aide à mener nos activités au quotidien. Donc, on doit comprendre simplement, comprendre cet outil-là, nous former, nous former sur l'intelligence artificielle. Si on a des occasions de se former sur ce que c'est et sur comment cela est produit, sur qu'est-ce qui est aux sources de cette IA. Moi-même, je suis vraiment dans le besoin de me documenter aussi sur l'intelligence artificielle même, parce que nous utilisons beaucoup d'outils d'intelligence artificielle sans vraiment comprendre parce qu'ils arrivent et nous facilitent la tâche et puis on les utilise. On a besoin vraiment de se former pour les comprendre et afin de pouvoir nous euh, assurer notre sécurité dans cet environnement qui est très, très, très dynamique aujourd'hui. Maintenant, au-delà de la formation, nous, en tant que peut-être activistes, on peut se former pour comprendre, mais nous avons un autre autre rôle à jouer parce que cela nécessite des moyens que seuls les États sont en mesure de déployer. Alors, dans notre activité en tant qu'acteur de la société civile, nous attirons l'attention sur les dangers, les bénéfices de l'intelligence artificielle, autant sur les bénéfices que sur les dangers.
nous tenons les populations qui nous suivent au courant des avancées technologiques. Nous disons que la technologie avance, mais faisons attention, elle ne nous fait pas que du bien. Elle a l'air de nous rendre la vie un peu plus facile, mais quels sont les risques que nous courons? Quels sont les moyens qui sont nécessaires pour nous assurer que la technologie ne nous dévore pas, mais plutôt que nous utilisions la technologie pour notre essor, pour notre épanouissement, notre développement. Alors, il y a donc des moyens conséquents que des gouvernements doivent pouvoir investir sur une intelligence artificielle qui nous protège, qui nous permet de nous développer, contrairement à cette autre intelligence artificielle que des compagnies produisent pour décimer, pour facilement faire la guerre. Donc, il y a besoin de formation, pour me résumer, il y a besoin de sensibilisation et il y a besoin de plaidoyer pour que des moyens conséquents au niveau étatique soient mis en place pour que la sécurité puisse être assurée de façon non violente, de façon non violente et surtout de façon à préserver le maximum de vie possible. D'accord. Madame Ahmed, votre dernier mot, s'il vous plaît, Oui, par rapport. c'est juste dire merci à tous ceux qui ont participé à ces rencontres et juste les exhorter, comme Guy a dit, à, à toujours lire sur les robots tueurs et véritablement être en alerte parce que une information peut nous échapper et puis elle devient préjudiciable pour nous. Donc, nous qui travaillons sur la question des défenseurs des droits de l'homme, nous devons tout le temps être au courant des avancées technologiques afin de pouvoir assurer, déjà jouer un regard de veille et surtout attirer l'attention de nos gouvernements sur tout ce qui pourrait être préjudiciable pour nos États. Parce que parfois, les gouvernements ne connaissent pas. Donc, c'est à nous de pouvoir les alerter là-dessus afin qu'ils puissent prendre les bonnes décisions. Donc, c'est ça mon mot de fin et merci de m'avoir convié à ce webinaire. C'est à nous de vous remercier. Guy, donc, je te laisse ajourner cette réunion. Voilà. Ok, merci, Donc, merci beaucoup, Fatoumata. Merci à tous. Merci à Dr. John. Malheureusement, nous avons été un peu déconnectés. Oui. Mais je vous rassure que oui. Oui, le problème de connexion, je ne sais pas, presque, je pense que nous sommes à la fin. Oui. OK. Ben, Malheureusement, vraiment, je m'excuse, je suis connecté. Je me suis connecté un peu tard. Hein? Oui. Oh là Ben, mais là. nous avons enregistré, hein. Nous avons enregistré. Donc, je vais partager l'enregistrement. Donc, ça va nous Oui, permettre d'écouter et peut-être on pourra se donner de temps d'échanger encore en ligne sur d'accord. cet outil-là dont nous avons tous besoin de nous approprier pour nous Merci. protéger et aussi protéger les nôtres. Voilà. D'accord. Donc, je remercie tout le monde qui s'est inscrit déjà à cette rencontre. Nous avons environ 50 personnes qui ont été intéressées par ce sujet et nous allons leur envoyer l'enregistrement pour qu'ils puissent suivre et nous allons nous reconnecter un moment pour, même par échange mail en ligne, échange mail ou WhatsApp, pour nous cultiver mutuellement sur cette question qui nous arrive. Et donc, nous espérons que nous allons pouvoir tirer le meilleur parti pour construire la paix parce que ce que World Beyond World veut, par-dessus tout, c'est pouvoir préserver la paix, préserver des vies humaines en Oui, éduquant, en sensibilisant. Donc, nous espérons. Le chemin, c'est un chemin qui est vaste, qui est long, parce que l'adversaire a des moyens plus importants que ce que nous avons et nous devons aussi être tout au moins prêts, conscients que nous allons faire quelque chose, nous n'allons pas baisser les bras. Nous allons faire ce qui va nous permettre de construire la paix dans nos pays. Donc, sur ce, je oui, remercie tout le monde et que votre soirée se termine bien. Bon week-end oui. également. Oui, j'ai une petite préoccupation. Oui, oui. Oui, donc pour nous, dans ma ville, donc nous allons
organiser, donc lancement du programme de 100 jours pour le lancement de la journée internationale de la paix. Ça sera, je pense, les 4 ici, les 3 ou bien les 4. Donc, nous allons unir 300 personnes. Et je voulais demander l'autorisation. Est-ce qu'on peut utiliser les logos de l'organisation pour la visibilité? Est-ce que c'est possible? Oui. Ok, Ah, oui, donc d'accord. je vais vous envoyer les logos que vous Oui, pouvez librement utiliser. Et vous pouvez oui, également faire des vidéos que vous pouvez nous envoyer et ça peut que nous oui, pouvons publier aussi sur nos plateformes. justement. Merci beaucoup, vraiment. Merci de notre Merci, collaboration. d'accord. D'accord. Merci beaucoup. Alors, bonne soirée à tous et à très bientôt. Merci, Oui, merci. bientôt. Merci. Guy, tu peux attendre un peu? D'accord. Ben, j'arrête déjà l'enregistrement. Ah, recording.